Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Moulart, journaliste belge résidant à Tbilissi, capitale de la Géorgie, et qui va donc nous parler depuis là-bas, depuis Tbilissi. Durant sa jeune carrière, Guillaume Moulart a notamment présenté une émission de voyage sur la RTBF, la radio-télévision belge francophone, et c'est grâce à cette émission qu'il a découvert la Géorgie au printemps 2019 et a décidé de s'y installer. Il enseigne désormais le journalisme à l'Université de Géorgie et travaille toujours comme correspondant pour la RTBF et pour LN24, la première chaîne belge francophone d'information en continu. Par ailleurs, Guillaume Moulart collabore à deux médias nationaux géorgiens et il est aussi le tout nouveau président de la section géorgienne de l'Union de la presse francophone. Guillaume Moulart, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RFI, non pas au studio, mais via Zoom. Alors, d'habitude, au micro du soir, nous invitons plutôt des personnalités de Roumanie, de République de Moldavie ou de France. C'est la première fois que nous allons discuter avec quelqu'un depuis la Géorgie. Ceci étant, comme nous l'avions fait il y a quelques mois avec Zara Nazarian, secrétaire générale de l'Union de la presse francophone qui vit à Yerevan, en Arménie, je me suis dit qu'étendre notre sphère d'intérêt n'était pas incongru vu le contexte actuel. Je mentionnerai d'ailleurs qu'en octobre dernier, la présidente de la Géorgie, Salomé Zourabashvili, a été reçue à Cotroceni par le président roumain Klaus Iohannis afin de célébrer 30 années de relations diplomatiques entre la Géorgie et la Roumanie. Alors, première question, Guillaume Moulart, comment travaille-t-on en tant que journaliste en Géorgie? Quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels vous devez faire face? Ben, vous l'avez dit, Laurent, moi, c'est vrai que j'ai découvert, en tant que journaliste, j'ai découvert la Géorgie comme journaliste francophone belge. Donc, c'est évidemment resté ma casquette. Et puis, vous l'avez dit, voilà, j'exerce encore comme correspondant, que ce soit pour LN24 ou pour la RTBF. En tout cas, je suis pour la RTBF dans la base de correspondants de la région, donc c'est-à-dire la Géorgie, et puis on va dire le Sud-Caucase plus largement. Moi, quand j'ai découvert la Géorgie, je me suis un peu éloigné des métiers du média, parce que je suis vraiment tombé sur le charme du pays. Donc, ça a été une aventure professionnelle, mais une aventure aussi humaine avant tout. Et quand j'ai décidé de déménager en septembre 2019, c'était avec une toute autre volonté. Donc la volonté, entre guillemets, de quitter le métier de journaliste et le métier des médias et de créer une structure pour promouvoir la Géorgie au sein des pays francophones d'Europe. Ça a été évidemment le premier choix. Mais vous savez, septembre 2019, on n'est pas très loin de février 2020. Ce qui dit février 2020, mars 2020, ben c'est le Covid. Évidemment, quand on claque tout pour essayer de se lancer dans une entreprise touristique, on va dire, c'est pas facile. Donc, en fait, par la force des choses, je suis retourné vers mes premiers amours, que sont le journalisme, la radio, la télé et les médias de manière générale. Et je crois qu'en fait, je vais pas dire que je remercie le Covid pour ça, mais je crois que de toute façon, j'étais amené à y retourner quoi qu'il arrive. Vous le savez probablement, mais c'est quand on a ça dans le sang et dans les veines, il n'y a rien à faire. C'est quelque chose vers quoi on retourne, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Et donc, j'ai commencé par travailler pour Arte, la chaîne franco-allemande Arte, qui avait mis en place au moment de la pandémie, de la première vague, un programme qui s'appelait Viral. Et donc, l'idée, ils avaient demandé à tous leurs journalistes francophones habitant dans différents pays du monde de raconter comment se passait la pandémie, comment la crise était gérée dans le pays où ils se trouvaient. Donc, il se trouvait que j'étais le seul présent dans le Caucase. Donc, ça m'a permis évidemment de pouvoir un peu me familiariser avec le métier en Géorgie, les accès aussi. J'ai pu rencontrer, vous parliez tout à l'heure de Salomé Zourabishvili, la présidente géorgienne. J'ai pu la suivre lors d'un voyage de promotion touristique, comme la Géorgie, vous le savez peut-être, avait très très bien géré la première vague de la pandémie. On est directement retourné vers une promotion touristique de la Géorgie, plutôt en interne évidemment. Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Vous l'aviez suivi pour quel support?
Alors, c'était pour Arte, pour ce programme viral. Alors, en plus, c'était un coup de poker parce que je crois que dans beaucoup de pays, c'est pas si facile de pouvoir s'approcher du président ou de la présidente. Et c'est vrai que, voilà, contact par contact, ça faisait déjà près d'un an que j'étais sur place. Je m'étais rapproché de l'administration présidentielle, voilà, de certains politiciens, pas forcément du gouvernement, aussi de l'opposition. Quand on est journaliste, finalement, on a accès un peu voilà, à tous les salons, on va dire, et c'est comme ça que j'ai pu la suivre dans cette démarche donc de promotion touristique de la Géorgie, et puis surtout de dire voilà, la Géorgie a plutôt bien géré la crise sanitaire, en tout cas pour le moment. On a vu par la suite que ça a été un peu moins le cas. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à retravailler en tant que journaliste pour un média étranger, donc pas pour un média géorgien. Et puis, en fait, voilà, je suis retombé dedans, évidemment, comme Obélix étant petit. Et je me suis dit, en fait, voilà, malgré la crise sanitaire, c'est ça que j'ai envie de faire, et même dans le nouveau pays qui m'a accueilli. Est-ce que au début, je me mettais peut-être une barrière de me dire, je connais ce métier en Europe occidentale, en Belgique francophone, et il me convient très bien, et je me sens confortable. Est-ce que moi-même, je me suis pas restreint au début en me disant, est-ce que ce serait la même chose en Géorgie? Donc, je me suis peut-être mis quelques barrières. Et finalement, ces barrières, je les ai laissées tomber. Et donc, je me suis lancé en proposant à une chaîne qui est la chaîne Imedi TV, qui est la chaîne gouvernementale. J'avais évidemment pas à cœur d'entrer dans les jeux politiques, parce qu'on va sûrement revenir évidemment sur le paysage audiovisuel géorgien, mais j'avais envie à cœur de créer un concept de découverte de la Géorgie à travers les yeux d'un non-géorgien. Donc, ça a très bien marché. Le concept leur a plu. Et Un donc, pendant concept 4 mois… qui était un petit peu similaire à ce que vous faisiez pour la RTBF. Exact. En fait, j'ai toujours eu cette fibre du voyage. J'ai commencé par épauler un animateur belge qui s'appelle Adrien Jovenot, que certains connaissent peut-être en France également, qui a créé une émission qui s'appelle Les Belges du bout du monde, où on part à la rencontre de Belges qui ont décidé en fait de changer de vie, de changer de parcours. Alors, il faut évidemment toujours qu'il y ait quelque chose d'humain dans la démarche. Ça peut pas être quelqu'un qui décide de tout quitter pour aller faire banquier en Suisse. Ça n'aurait pas de sens. Il faut qu'il y ait une certaine démarche humaine et sociale. Et en fait, j'ai commencé à travailler à ses côtés, j'ai commencé à le remplacer sur certaines émissions. Et la fibre du voyage, bon, j'avais déjà, je crois que c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a en commun, Laurent, c'est que j'avais déjà habité à l'île de la Réunion, qui m'avait déjà donné ce premier goût de la découverte et du voyage. Et puis en commençant comme ça, c'est vrai que j'avais décliné en fait une émission de radio qui s'appelait Grandeur Nature. Je l'avais déclinée en télé sur des programmes de 26 minutes. Et donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire aussi en Géorgie, en restant évidemment sur le territoire géorgien, puisque crise oblige, c'était assez compliqué de pouvoir voyager hors des frontières. Et puis c'était aussi cette idée-là, c'est de montrer en fait les différences culturelles. Alors, l'idée n'est pas de dire c'est mieux en Europe ou c'est mieux en Géorgie, c'est plutôt de dire en quoi nos deux communautés et nos deux cultures sont cohérentes et parfois complémentaires. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu, pendant 4 mois, travailler sur en tout cas, des plus grandes chaînes télé de Géorgie avec mon propre programme, ma propre émission, qui s'appelait Uketesa d'Archez-Leba. Donc, quand je traduis en… Pardon, excuse-moi, je vous Il n'y a coupe. pas de souci. Je sais que vous parlez un petit peu géorgien. Pour cette émission, vous utilisiez quelle langue? Alors, en fait, c'est intéressant, c'est et je trouvais une bonne démarche et une belle démarche de leur part, c'est qu'ils m'ont permis de garder le français. Ils m'ont permis de garder le français, ma langue maternelle. Donc, tout était traduit en post-production, donc ce qui fait quand même pas mal de boulot pour eux derrière. Pour moi, ça me met dans une position relativement confortable, parce que ça me permet évidemment de pouvoir garder ma langue maternelle et donc d'être beaucoup plus à l'aise. C'est une de leur part, hein, ouais. Exactement, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait, surtout que, bon, si on parle de l'anglais, évidemment, certains intervenants ou intervenantes auraient pu comprendre, et donc c'est beaucoup plus facile même dans les échanges. Ici, ça demandait de la traduction en simultané, ça demandait énormément de moyens techniques à mettre en place. Donc je crois que ça a été une ouverture de leur part. C'est que j'avais une assistante qui m'aidait constamment en pré-production, en production, en post-production pour le montage, qui était là systématiquement à m'épauler, et justement pour la traduction qui restait la part du travail peut-être et probablement la plus difficile à fournir. Par la suite, je me suis dirigé vers un média qui s'appelle BMG, un peu moins politiquement orienté. En fait,
ça va probablement répondre à votre question, mais c'est vrai que j'aime bien planter le décor. Ça permet de peut-être mieux comprendre. BMG, c'est Business Media Georgia, donc c'est le média qui détient la licence du magazine Forbes ici en Géorgie. Et donc, j'ai fait un peu la même chose, la découverte du paysage géorgien, mais là, on est plutôt dans un paysage économique, un paysage d'investissement. J'avais aussi à cœur de montrer que c'est un pays qui a énormément de potentiel, énormément de ressources, qui accueille énormément d'étrangers, dont des personnes francophones, des Français qui investissent ici en Géorgie, qui investissent en plus d'une manière à ne pas dénaturer forcément le paysage géorgien. Et la Géorgie, ça reste un pays qui est magnifique, qui est très nature. Et donc, moi, j'avais à cœur de montrer ce genre d'investissement. Et donc, Cette présence ça m'a permis. francophone, excusez-moi, cette présence francophone, comment existe-t-elle en Géorgie? Avez-vous connu d'autres compatriotes? Y a-t-il toujours plus de Français qui s'installent? La Géorgie, Tbilissi, reste une ville plutôt exotique pour la plupart des Européens de l'Ouest. Oui, je crois qu'il y a encore même une grosse incompréhension de ce qu'est la Géorgie pour les Européens occidentaux. Moi, quand j'ai parlé à ma famille, à mes amis de venir m'installer après l'avoir découverte lors d'un reportage, de venir m'installer ici, on a dit quoi, aux États-Unis? Non. Quoi, une partie de la Russie? Non. Mauvaise réponse encore. Réponse même pire encore. Et donc, je crois qu'évidemment, il faut une énorme communication. Donc, je crois que, comme vous le dites, il y a encore une incompréhension de ce qu'est exactement la Géorgie. Et puis, je dirais de manière peut-être plus générale, les républiques ex-soviétiques. Donc c'est certain que ça reste une destination un peu de niche. La communauté francophone est principalement représentée par une communauté franco-française, avec une ambassade, avec un institut français. Et puis, il y a ces petits électrons libres, on va dire, dont je fais partie, des Suisses, des Belges francophones, des Canadiens francophones, qui sont là aussi. Mais c'est vrai que ça reste une petite communauté, et c'est peut-être pas plus mal, parce que c'est vrai que d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir parfois rencontré cette communauté expatriée, et alors là, je ne vais pas prendre uniquement, exclusivement le côté francophone, mais une communauté expatriée qui parfois se sent peut-être un peu supérieure à la population locale, agit un peu voilà, avec des gros souliers. Ce n'est pas du tout le cas en Géorgie, parce que justement, on reste une petite communauté, on essaie de s'intégrer au maximum, et je crois que l'hospitalité géorgienne aide aussi à ce contexte-là. Et on se serre les coudes surtout, parce qu'il n'y a rien à faire, même si j'ai fait la démarche de directement me dire, OK, même si je suis un expat, ben, je vais directement me fondre dans la masse géorgienne, avoir des amis géorgiens, faire du business, entre guillemets, avec les Géorgiens, travailler en géorgien, apprendre la langue. Il n'y a rien à faire quand il y a une barrière culturelle et une barrière linguistique qui n'est pas à briser, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Donc, c'est vrai que ça m'a permis d'approcher cette petite communauté par le biais d'institutions, comme je parlais de l'Institut français, l'École française du Caucase, l'ambassade, il y a la Chambre de commerce aussi, puisqu'on parlait des investissements français. Ça m'a permis un peu d'entrer dans cette communauté. Et puis, vous parlez, c'est l'une de mes fonctions qui a été prise récemment, c'est d'être président de l'Union de la presse francophone. L'Union de la presse francophone qui existe depuis plus de 70 ans, j'allais dire 70 ans, parce que voilà, on est dans la francophonie, donc je peux utiliser mon belgicisme, qui est présente dans plus de 110 pays et qui met en valeur les valeurs de la presse, qui met en avant les valeurs de la presse et puis les valeurs de la francophonie. Il y avait déjà une section qui avait été créée en Géorgie il y a quelques années, malheureusement tombée en désuétude par manque d'activité. Et puis vous parlez aussi de Zara Nazarian de Yerevan, qui est notre secrétaire général et qui m'a appelé par le biais justement de l'ambassade, donc comme quoi on fait le lien avec ces contacts français francophones, en disant voilà Guillaume, on sait que tu exerces comme journaliste en Géorgie et ça nous ferait plaisir de t'avoir comme président et puis de créer ta section géorgienne. Et donc on a eu l'occasion de créer cette section. Je me suis entouré vraiment de personnes en qui j'ai confiance, des Géorgiens francophones et puis aussi des expatriés, parce que je crois que c'est en mêlant les deux qu'on va pouvoir faire le meilleur travail possible. On était aux assises à Benguerir cet été. On a mis en avant l'entrepreneuriat féminin et la place des femmes dans le leadership et aussi comment les médias aident à ce leadership féminin. Et puis, on a eu l'occasion d'organiser en fin octobre, début novembre, notre premier événement qui était sur le journalisme entrepreneurial ici à Tbilissi, une formation de 2 jours, 2 jours et demi en association avec l'OIF, qui est l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, comme quoi, même quand on est à l'étranger, qu'on souhaite un peu sortir des sentiers battus, finalement, on revient très vite vers ses racines, on va dire. Et je suppose que, vu le contexte actuel, vous avez d'autant plus envie de
de transmettre un message original depuis la Géorgie ou l'Arménie, qui sont des pays fragiles, on va dire, Mhm. par rapport au contexte actuel. Dans la presse et en Europe de l'Ouest, on entend beaucoup parler de ces Russes qui partent, qui fuient la Russie et s'installent notamment à Yerevan, en Arménie. Qu'en est-il en Géorgie? Cette présence russe, encore une fois, euh, la plupart, enfin, pour une majorité de Russes donc, qui ne sont pas d'accord avec Poutine et qui fuient le régime, comment se présente-t-elle? Est-elle nombreuse, cette présence? Oui, elle est évidemment nombreuse. Vous parliez d'Erevan, je crois qu'on est exactement dans le même cas de figure, si pas pire ici à Tbilissi. En fait, dès que le conflit a commencé fin février de 2022, c'est vrai que moi j'ai été beaucoup plus appelé aussi par la télévision belge pour reporter ce qui était en train de se passer. Et on a directement subi des vagues de migration, d'immigration russe en Géorgie. Alors, il faut évidemment distinguer ce genre de vagues parce qu'il y a des vagues, vous parlez de personnes qui ne sont pas nécessairement d'accord avec Poutine. Je n'irai pas jusque-là. Il y en a qui sont d'accord avec Poutine, mais qui voient un peu on va dire, toute mais leur vie changée, chamboulée par les restrictions, par les sanctions. Et donc, c'est un peu ce qu'on appelle les expatriés de confort, qui se disent que le pays le plus proche qui reste très confortable, c'est la Géorgie. Pourquoi? Parce qu'on y parle le russe. Pourquoi? Parce qu'il y a une culture commune. Les Russes ont toujours adoré la Géorgie. Joseph Staline étant géorgien, évidemment, ça influe énormément. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a le confort de la religion qui est la même, une religion donc chrétienne, orthodoxe. Et puis aussi, il y a ce côté ensoleillé. Ça, on est sur peut-être un détail pour certains, mais on est dans un pays qui est ensoleillé 300 jours par an, ce qui n'est pas, voilà, ce qui n'est pas à déplorer. Et puis aussi, et là, on revient peut-être sur le côté politique, mais un gouvernement géorgien qui est relativement favorable au gouvernement russe. Après, il y a énormément d'explications. Ça prendrait peut-être beaucoup de temps d'expliquer le pourquoi du comment. Mais le gouvernement géorgien, pour le moment, en tout cas, n'a pas intérêt à se mettre nécessairement à dos le gouvernement russe. Ouais. Donc les Géorgiens, D'accord, ils ne condamnent pas l'invasion officiellement. exact, ils ne condamnent pas l'invasion officiellement, ils ne prennent pas part aux sanctions orchestrées par le monde occidental à l'égard de la Russie. Et puis aussi, les Géorgiens souhaitant voyager en Russie ont besoin d'un visa, ce qui n'est pas le cas dans le sens inverse. Donc, c'est-à-dire que l'entrée sur le territoire est relativement facile. Une entrée sur le territoire qui s'est faite par la suite par une deuxième vague au moment de la mobilisation, donc il y a quelques semaines maintenant déjà, je ne me rappelle plus la date exacte de la mobilisation demandée par Poutine. Là, on s'est retrouvé dans une vague de personnes qui ont peur du combat. Alors, encore une fois, c'est très difficile de distinguer est-ce qu'ils sont vraiment anti-Poutine ou juste qu'ils n'ont pas, voilà, ils ont peur de la guerre, ce qui est possible. On peut parfois adhérer à des idées politiques, mais se dire, voilà, moi-même être la chair à canon, ça ne me plaît pas forcément. Et donc, Et on c'est voit, oui, pardon, excusez-moi, je vous coupe, Guillaume Mollart. On voit à Tbilissi, enfin, j'ai eu la chance de m'y rendre récemment. Il y a pratiquement sur toutes les façades, tous les murs, des slogans, des graffitis contre la guerre menée par la Russie. Alors, est-ce que au quotidien, vous ressentez parfois des tensions entre les Géorgiens et ces vagues de réfugiés russes? je crois qu'il faut bien Réfugiés justement russes, excusez-moi, distinguer. peut-être que c'est pas le terme approprié, mais Je crois qu'on peut parler de réfugiés parce que c'est vrai que dans tous les cas, en tout cas de migrants, après, oui. voilà, on est vraiment dans des phases migratoires. Alors, c'est vrai que peut-être qu'on comprend le terme de réfugiés et de migrants de façon différente, mais ici, on est vraiment sur des phases de migration et d'immigration russe en Géorgie, pas que russe, évidemment, ukrainienne également. Il faut bien distinguer, je pense, ce que le gouvernement géorgien pense et comment il agit, et puis ce que le peuple géorgien pense et comment il agit. Le peuple géorgien directement s'est montré solidaire envers leurs frères ukrainiens. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils les appellent. C'est historique aussi. L'Ukraine a toujours soutenu la Géorgie dans les différents conflits que la Géorgie a pu avoir avec la Russie. C'était le cas notamment Place de la Liberté en 2018 quand les troupes russes entraient par Gori pour prendre l'Ossétie du Sud. Donc évidemment, c'est resté. Ce qui
qu'il y a, c'est que l'Ukraine remercie le peuple géorgien, ne remercie pas forcément le gouvernement géorgien de ne pas prendre part, et notamment aux sanctions, on vient d'en parler. Mais c'est sûr que les Géorgiens se sont directement montrés fraternels et solidaires envers les Ukrainiens et se sont montrés beaucoup plus réticents envers cette immigration russe, qui sont évidemment, voilà, en fait, on est, pour faire court, on est plus ou moins sur un peu plus de 3 millions d'habitants en Géorgie. Je crois que là, ça a quand même pas mal augmenté. Et on est on a calculé, en tout cas, c'était les chiffres de novembre, puisque je les avais collectés justement pour pouvoir reporter à la télé belge. On était sur plus de 500 000 Russes qui avaient passé la frontière en Géorgie. Alors, est-ce qu'ils restent, est-ce qu'ils ne restent pas? Évidemment, là, on n'a pas ces chiffres-là. On a les chiffres d'entrée, on n'a pas les chiffres de sortie. Mais on tend quand même à croire, et surtout que vivant à Tbilissi, me promenant, allant au restaurant, voilà, vivant une vie d'extérieur autant que je le peux, je vois quand même énormément de changements dans les clients de restaurants, les clients d'hôtels, etc. Vous avez des réfugiés ukrainiens à Tbilissi? On a des réfugiés, bien sûr, on a des réfugiés ukrainiens, bien sûr aussi, qui sont évidemment, eux, acceptés beaucoup plus facilement. Après, peut-être que c'est vrai que c'est parfois très, très difficile aussi. Je crois que certaines personnes peuvent distinguer facilement un Ukrainien d'un Russe. Moi, peut-être en tant qu'Européen occidental, je ne le peux pas si facilement. Et c'est sûr que les Géorgiens se sont montrés directement réticents en disant le problème avec ces expatriés russes, c'est qu'ils viennent en conquérant avec leurs gros sabots. Ils ont toujours considéré la Géorgie comme faisant partie de la Russie. Il y a d'ailleurs 20% du territoire géorgien qui est occupé encore par la Russie. On en parlait, l'Ossétie du Sud et puis plutôt l'Abkhazie. Donc c'est vrai que venir et parlant directement en russe, c'est un problème ici. Donc les Géorgiens demandent au moins une certaine forme d'adaptation et d'apprendre peut-être le b.a.-ba, les quelques petits mots de langage. Parlent russe. La plupart des Géorgiens parlent russe, mais ne font plus forcément l'effort ou n'ont plus la volonté de le parler. C'est principalement le cas de la nouvelle génération. L'ancienne génération, évidemment, le parle encore, même dans les villages, on peut encore parler russe parce que c'était comme ça à l'ère soviétique. Et donc, il n'y a pas forcément de problème et ce n'est pas forcément connoté politiquement. Après, la jeune génération qui, elle, veut se détacher un peu de tout ça, de tout ce qui s'est passé ici dans la région, que ce soit cet impérialisme russe, que ce soit l'Union soviétique, une génération qui est beaucoup plus connectée, qui a beaucoup plus de contact avec le monde occidental, que ce soit notre Europe occidentale, que ce soit les États-Unis, etc. Ces jeunes-là, évidemment, n'ont pas envie de faire peut-être cette démarche-là, de parler. Et donc, c'est ce qu'ils imposent aussi aux Russes, c'est de dire, et d'ailleurs, vous l'avez dit, on peut voir énormément de slogans, d'affiches, de panneaux, de drapeaux de soutien à l'Ukraine, mais j'irais encore plus loin en disant de réticence envers la Russie. On peut voir beaucoup Poutine rouleau. Je ne vais pas vous faire l'affront de le traduire, mais on est clairement sur des insultes. Pour autant, vous n'avez jamais vu de tension concrète entre un Géorgien et un Russe dans les rues de Tbilissi? Alors ça, non. Honnêtement, non. Et ce serait vraiment mentir et essayer de faire du buzz pour du buzz, de dire que oui. Je sais que évidemment, ça existe. Je sais qu'il y a énormément de tensions, mais les Géorgiens le manifestent par des manifestations, des meetings, on va dire, en face du Parlement géorgien, pour montrer que voilà, qu'il y a une dissonance entre les décisions du gouvernement géorgien et cette proximité dérangeante avec le Kremlin et ce que pense profondément la Géorgie. Les Géorgiens qui, eux, souhaitent se rapprocher de l'Union européenne, du monde occidental. Alors, Guillaume Houlart, précisément, et vous, comme vous le savez, en parlant de ça, de l'Union européenne, contrairement à la République de Moldavie et à l'Ukraine, en juin dernier, la Géorgie n'a pas été invitée à devenir pays candidat à l'Union européenne. Comment les Géorgiens l'ont-ils ressenti ? Mais les Géorgiens le vivent très mal, puisque ça, évidemment, c'est dans la lignée de ce que je disais précédemment, avec ce soutien à l'Ukraine, avec cette volonté de se rapprocher du monde occidental, de l'Union européenne et des institutions internationales aussi. C'est le cas notamment de l'OTAN. Et puis, peut-être je ferme une parenthèse sur ce que je disais avant. La Géorgie, c'est un peuple émotionnel aussi, et surtout émotionnel parce qu'il s'est passé dans le passé avec ces territoires occupés, etc. Donc, ils ont vraiment, évidemment, un pied dans la guerre en Ukraine.
Ukraine. Même si on n'est pas concrètement, on peut faire clairement un parallèle avec ce qui est en train de se passer en Ukraine. Pour répondre maintenant à ce rapprochement échoué en juin, après on va voir, il y avait un ultimatum de 6 mois qui avait été laissé, donc on va probablement bientôt y arriver. J'ai eu l'occasion de suivre la visite du commissaire européen Varhelyi qui est venu justement pour discuter de ce rapprochement entre la Géorgie et l'Union européenne. Mais c'est très décevant pour la Géorgie qui, il y a 15 ans, était peut-être la République ex-soviétique la plus en passe de devenir le plus rapidement démocratique, le plus rapidement proche de nos institutions et peut-être, pourquoi pas, le plus rapidement membre de l'Union européenne. Là, on se rend compte que ce qui a été une déception, c'est de donner ce statut de candidat potentiel à la Moldavie et à l'Ukraine et demander à la Géorgie, qui est peut-être le pays le moins corrompu, qui est peut-être le pays qui essaie de respecter au maximum les directives européennes, leur demander 6 mois encore pour s'aligner, en leur faisant bien comprendre que ce sera compliqué, même si officiellement et ouvertement on dit on a besoin de la Géorgie dans l'Union européenne. Évidemment, ça a été une douche froide et ça a aussi entraîné... Excusez-moi, Guillaume Moulart, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir non pas un seul territoire problématique, on va dire, comme la Transnistrie en République de Moldavie, mais d'en avoir deux, c'est-à-dire l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud sur le sol géorgien, des territoires qui revendiquent leur indépendance et qui sont, c'est bien connu, gérés, en tout cas où la présence russe est importante. Est-ce que c'est surtout à cause de ça que cette invitation n'a pas eu lieu ou pas? Pour vous, d'où ça vient? Ouais, c'est complexe parce que c'est vrai que moi, j'étudie la question depuis maintenant de nombreux mois et c'est vrai que c'est même mon outil de travail puisque je l'observe et je reporte aux médias pour lesquels je travaille, notamment donc pour les médias belges, francophones. Évidemment, la souveraineté de son État, le fait d'avoir 2 territoires occupés pour entrer dans l'Union européenne, c'est déjà une des conditions qui n'est pas respectée. Après, vous faisiez le parallélisme avec la Moldavie. Là, on est sur 2 États versus 1. Est-ce que ça peut jouer? Moi, je crois qu'on n'est pas vraiment dans cette direction-là et dans ces considérations-là. Je crois qu'on est clairement sur un scénario en Géorgie où on est sur un parti au pouvoir, le rêve géorgien, Georgian Dream, mené par un oligarque bien connu, un oligarque qui a fait ses armes à Moscou, dont tous les avoirs et la richesse et les compagnies et les sociétés, etc., viennent de Russie, Biedzina Ivanishvili, qui a créé ce parti politique au pouvoir, même s'il a annoncé récemment s'être retiré de la politique. Certains, bon, j'en ferai peut-être pas partie, je préfère pas m'avancer là-dessus, mais certaines diront qu'il tire encore les ficelles. Je crois que même si l'Union européenne dément en disant on n'octroie pas une candidature à cause d'une seule personne, je crois que le double visage qui est en train de montrer la Géorgie pour le moment, donc c'est-à-dire une ouverture officielle vers le monde occidental et vers l'Union européenne, et en même temps sous la table cette proximité avec le Kremlin et la Russie, je crois que c'est ça qui peut déranger. Après, d'un autre côté, les Géorgiens diront attention, la faute ne vient pas de nous, la faute vient aussi de l'Union européenne qui n'affirme pas directement. Je crois que si l'Union européenne prenait position, si l'OTAN prenait position d'une défense affirmée de la Géorgie n'aurait pas besoin de ce double visage et ce double discours, parce qu'ils se sentiraient vraiment officiellement protégés et diraient maintenant on peut lâcher entre guillemets le grand frère russe. Donc c'est très très compliqué évidemment parce que je crois que la Géorgie se trouve à l'heure actuelle, et c'est bien dommage pour elle, dans une position où elle ne peut pas vraiment se permettre de lâcher la Russie, lâcher la proie pour l'ombre. Donc c'est-à-dire que pour le moment il n'y a pas une position affirmée de façon officielle de la part de nos institutions européennes, occidentales, de la part des États-Unis, pour dire voilà, on est là et on vous accueillera quoi qu'il arrive et on est prêt à vous défendre quoi qu'il arrive. Et tant que la Géorgie n'aura pas ça, ben je pense que ça créera toujours un problème. Après, il y a d'autres langues. Il y avait d'ailleurs un très bon article sur Al Jazeera qui disait que ça peut aller plus loin. C'est que pour le moment, l'Union européenne se concentre sur ce qui est en train de se passer à leurs frontières les plus proches, c'est-à-dire la Moldavie et l'Ukraine, et laisse au Kremlin et laisse à la Russie le Sud-Caucase. Est-ce que c'est aussi un accord intrinsèque entre les deux puissances? C'est possible également. Donc c'est très très compliqué de savoir
voilà, ce qui se dit, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et même quand on a une visite d'un commissaire européen ici en Géorgie, c'est toujours très, très compliqué de savoir en fait qui pense quoi et quel en sera le dénouement en fait. Et en préparant cette émission, vous me disiez également que la figure de la présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, n'est pas controversée, mais je dirais qu'elle a du mal à s'imposer. Salomé Zourabichvili, qui est une ancienne diplomate française, donc je pense elle a la double nationalité, je crois, ou peut-être qu'elle est que géorgienne aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous me disiez que, évidemment, elle est pro-occidentale, mais elle a du mal à s'imposer, aussi parce qu'elle parle mieux français que géorgien, par exemple. Alors, c'est les critiques que l'on peut entendre à l'égard de Salomé Zourabichvili, la présidente. J'ai eu, comme je vous le disais, l'occasion de la suivre et qui est une personne, et là je parle personnellement, d'avoir pu la côtoyer de très près, une personne adorable. Une très très bonne diplomate, et ça je pense que personne ne pourra le nier. Certains iront même jusqu'à dire meilleur diplomate que leader d'État. C'est sûr que les Géorgiens peuvent lui reprocher ce langage, cette langue géorgienne peut-être un peu, on va dire, alternative à certains moments, et en disant voilà, notre présidente s'exprime mieux en français qu'en géorgien. Je crois que on pourrait penser la même chose. Imaginez si tout d'un coup Emmanuel Macron s'exprimait dans un français approximatif. Après, je ne parle pas assez bien géorgien que pour juger moi-même, mais c'est vrai que c'est les retours que j'ai pu avoir. Et puis même si elle a couru pour cette présidence en tant qu'indépendante, on sait très bien par qui elle a été soutenue également. Ça, c'est un secret de polichinelle. On sait très bien qu'elle a été appuyée par le rêve géorgien. Donc, on revient à ce parti politique au pouvoir dont je vous parlais, le Georgian Dream, Bidzina Ivanishvili. Donc, c'est vrai que finalement, même s'il y a une démarche aussi d'avoir une présidente qui est française, francophone, enfant de réfugiés politiques français, qui a un peu voilà, des bonnes relations, on va dire, avec des pays membres de l'Union européenne, dont la France, bien évidemment, il y a quand même ce lourd fardeau qu'elle a, même si, comme je le disais officiellement, on est sur une candidature indépendante. On sait très bien qu'elle a été soutenue par le gouvernement de Bidzina Ivanishvili. J'ai d'ailleurs une petite anecdote, si j'ai le temps, c'est qu'au moment du deuxième tour, elle passait le premier tour, c'était en 2018. Après le premier tour, les sondages n'étaient pas si bons que ça. Même si elle passait le premier tour, on n'était pas dans les résultats qu'on aurait obtenus. Et c'est même pour ça que au-dessus de sa photo, il y avait toujours une affiche en disant la première femme présidente de Géorgie. On avait retiré son affiche, on avait mis placardé le visage de Bidzina Ivanishvili, qui a beaucoup plus de poids, qui est beaucoup plus peut-être voilà, qui a une aura plus importante ici en Géorgie, en négatif comme en positif. Et c'est probablement ça. Donc c'était marrant parce qu'on avait la première femme présidente en Géorgie, puis on avait le visage de Bidzina Ivanishvili. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu ici en Géorgie. Et donc c'est sûr que on sait très bien voilà qui a poussé. Après, on va pas se mentir, la présidente géorgienne n'a pas un pouvoir n'a pas un pouvoir exécutif énorme. La majorité est gérée par Garibashvili, Iraqi Garibashvili, qui est le Premier ministre. Donc, ce serait peut-être lui prêter des intentions trop fortes. Et donc, je pense qu'elle se trouve aussi dans une position où elle ne peut pas faire grand-chose. Et donc, elle se trouve en quelque sorte démunie par rapport à la situation qui est, lui, gérée vraiment par le Premier ministre et son gouvernement. Mmh. Guillaume Moulart, pour terminer cette émission, j'aimerais que vous nous fassiez part de votre, j'allais dire, amour pour cette ville, pour Tbilissi, pourquoi elle vous plaît et pourquoi vous vous sentez dans une ville qui est aussi très européenne. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu quand je l'ai visité. Mais qu'est-ce qui vous plaît à vous, à Tbilissi? Ben, c'est vrai que quand je suis arrivé, donc je sortais d'un reportage en Arménie, et c'est vrai que pour être honnête, c'était pas forcément les destinations que je privilégiais pour l'émission, mais voilà, par la force des choses et par des rencontres, on était parti sur l'Arménie et la Géorgie. Et l'Arménie, j'avais déjà adoré vraiment, en me disant déjà qu'il y avait quelque chose de différent par rapport aux différents pays et villes que j'avais pu visiter par le passé ou même m'installer. La Géorgie a vraiment été un déclic encore plus dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'on dit souvent le berceau du vin,
carrefour entre l'Europe et l'Asie. C'est que ça paraît des clichés, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est que la Géorgie et Tbilissi ne ressemblent à aucun autre endroit que j'ai pu visiter par le passé. L'hospitalité géorgienne est quelque chose, je crois, dont il ne faut plus faire la promotion parce que pour eux, l'étranger, l'invité est un envoyé de Dieu et ils nous le font vraiment bien ressentir. Je crois que c'est quelque chose qui joue énormément aussi dans l'attirance de cette ville. Et puis Tbilissi, c'est une ville qui est en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement, ça bouillonne. Vous disiez que vous avez eu l'occasion de la visiter, je pense que c'est sûrement ça que vous avez pu ressentir aussi. C'est d'ailleurs même assez fascinant de comparer la ville de Tbilissi qui est en totale expansion avec le côté rural de la Géorgie, où là on se retrouve dans quelque chose peut-être de plus authentique. Mais c'est sûr qu'il y a un côté très transcendant dans la Géorgie et dans les Géorgiens. Je crois qu'on dit souvent qu'un pays est beau par les personnes qui le font, et c'est ça que j'aurais à cœur de terminer là-dessus, c'est que les Géorgiens font que la Géorgie est belle, et ça j'ai pu le constater à plusieurs reprises. Alors évidemment, il y a des chocs culturels. Moi, c'est vrai que j'ai décidé un peu de tout abandonner à 30 ans, de tout laisser derrière, de venir m'installer ici. Alors, je ne vais pas mentir et jouer le côté carte postale où tout a été beau. Ça a été compliqué avec une pandémie, avec une guerre qui se déclenche dans un pays voisin. En connaissant le contexte en plus, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile. Mais je crois que si j'y suis toujours, si j'y exerce ma profession, si je me marie, je me suis marié avec une personne géorgienne, là j'entre dans le côté plus familial et personnel, mais voilà, donc je suis en train de créer une famille ici. Donc je crois que oui, il y a eu ce déclic-là et Je cet crois attachement d'ailleurs à un pays. que vous attendez un heureux événement dans quelques semaines. Exactement. Dans 3 semaines, on va être parents d'une petite fille. Et donc voilà, ce sera une petite fille mixte géorgienne belge. Et je crois que c'est ça aussi. Je crois que c'est la plus belle preuve que je pourrais apporter de mon attachement et de ce que j'ai pu vivre et rencontrer ici à Tbilissi en Géorgie de manière générale. Parfait, merci infiniment Guillaume Moulart pour vos Merci à vous. propos depuis Tbilissi. J'avais à cœur de vous inviter depuis quelque temps. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette vidéo, la vidéo de cet entretien dès demain sur la page Facebook de RFI Roumanie et sur le site rfi.ro. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. Et je vous dis Wickham Placote d'ici là. À bientôt, au revoir.